Bonsoir à tous. Boris Cyrulnik écrit toujours commencer par la gratitude pour la vie, pour ce qui nous a précédés et pour ce qui vient. Alors, je vous remercie tous d'être présents ce soir. Merci d'abord à Jean-Édouard Robieux-Dupont pour son dynamisme et sa créativité. Merci de partager ce soir ce qu'il imagine et expérimente en prenant le risque de sortir un petit peu, des dogmes de la médiation. Merci également à Madame Sophie Libaud de mettre ses compétences de coaching. Sophie fait de l'accompagnement individuel et d'équipe avec des outils divers, dont celui du coaching, bon, et naturellement de la médiation, pour nous accompagner à comprendre comment la médiation et le coaching peuvent se ressembler lorsqu'il s'agit de parler de relations. Merci à Monsieur le Président Christophe Baconnier, magistrat éclairé puisqu'également médiateur, en appétence permanente de l'humain et en ouverture totale sur les évolutions susceptibles de servir au mieux les justiciables. Bon, il n'est pas là, mais il va arriver. Il a quelques soucis techniques, mais ne vous inquiétez pas, ça va venir. Et puis, merci à Arnaud Stimet, qui commencera le premier. Donc, médiateur et professeur donc, de négociation raisonnée, de management, de nous apporter des éclairages, notamment sur le dialogue social. Un rajout, c'est l'honorable Pierre Béliveau, donc je remercie aussi, de nous raconter brièvement ce qui se fait chez nos cousins québécois en matière de médiation judiciaire. Rien ne change sauf le changement. Les méthodologies se développent, toujours avec rigueur, puisque le cadre est présent, est bien présent, et il doit tenir compte des objectifs des justiciables, que ce soit vraiment la relation, un résultat, ou simplement, non seulement des justiciables, mais également de personnes morales, des organisations qui sont concernées par la médiation. Ce soir, le débat sera organisé en duo ou en trio. Par exemple, avec M. Baconnier, il y aura Jean-Édouard Robieux-Dupont et également Pierre Béliveau. Sinon, ce sera Sophie avec Jean-Édouard. Donc, Jean-Édouard est présent partout. Et pour commencer, donc Jean-Édouard et Arnaud Stimet. Voilà. Donc, il portera sur 3 thèmes et donc en 3 questions. D'abord, quelles sont les techniques de médiation adaptées aux formations communes dans l'entreprise au service du dialogue social? Donc là, nous aurons Arnaud qui va intervenir avec Jean-Édouard. Peut-on faire de la médiation sans l'autre? Donc là, ce sera Sophie avec Jean-Édouard. Et puis, la médiation one-shot orientée vers l'accord est-elle l'avenir de la médiation au service du justiciable? Donc là, il y aura le président Baconnier, Pierre et naturellement Jean-Édouard. Les personnes qui voudront poser des questions pourront regarder là, donc, dans la barre d'outils, il y a une icône Q et R. Donc, je vous remercie de laisser vos questions, de formuler vos questions sur cette barre d'outils à cet endroit-là. Et donc, c'est Vincent qui va les recueillir et qui va donc certainement se ressembler, donc va nous les communiquer afin que nous puissions y répondre au mieux du temps qui nous restera. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, un excellent webinaire. Et donc, je vais passer la parole à Arnaud et Jean-Édouard. À vous, messieurs. Merci Gabriel. C'est toujours super agréable quand tu fais l'introduction d'un événement parce que ça y met tout de suite une pêche et une simplicité qui rassure tout le monde parce qu'on n'est jamais très très à l'aise de se retrouver tout seul derrière son écran alors que plusieurs personnes vous écoutent. Merci aussi à l'ANM d'organiser ce webinaire et puis merci beaucoup à l'indispensable Vincent Ramon au sein de l'ANM qui est toujours là pour organiser avec précision, avec beaucoup de gentillesse pour tous les participants des événements comme celui-ci. C'est la gratitude de Cyrulnik. On ne peut pas s'en empêcher. Je pense que sur ce sujet-là, en tout cas, il n'a pas tout à fait tort. Et c'est vraiment important.
Arnaud, comment veux-tu que nous travaillions sur cette question du dialogue social et de la médiation et des formations communes, plus exactement, au dialogue social? Il me semble que ça peut être intéressant que c'était le point de départ, que tu racontes ce que tu fais, ce qui a amené à ça, et puis que voilà, ensuite on se renvoie un petit peu la balle. Qu'est-ce que tu en penses? Très bien, très bien, très bien. Alors, pour commencer, pour ceux qui ne sont pas très au fait de cette matière-là, il y a ce qu'on appelle les ordonnances Macron qui ont prévu on va dire, rénover le dialogue social au sein de l'entreprise. Et pour le faire, un mécanisme a été mis en place qui consiste à imaginer que, ça vient du Québec bien évidemment, comme tout ce qui se fait en médiation souvent, parce que c'est intelligent, ça consiste à rassembler ensemble des représentants des employeurs et des représentants des salariés pour qu'ils se forment ensemble au dialogue social. Et c'est l'INTEFP. Alors, c'est imprononçable. L'INTEFP, c'est une émanation de la Direction générale du travail. On va dire c'est en quelque sorte l'école des inspecteurs du travail qui a été chargée d'établir un cahier des charges pour cadrer, on reparlera du cadre parce que c'est vraiment quelque chose d'important, pour cadrer ces formations communes. Et l'idée est de faire co-intervenir quelqu'un qui est plutôt côté salarié, quelqu'un qui est plutôt côté employeur et qui anime des formations où on apprend à dialoguer, où on apprend à négocier, où on apprend à se concerter, où on apprend à informer l'autre. Étant entendu, tu m'arrêtes Arnaud si je vais ou trop vite ou si je prends trop de temps, que de mon point de vue, le dialogue social peut intéresser trois niveaux dans l'entreprise. Le niveau de la négociation obligatoire, c'est les salaires, hein, la fameuse négociation obligatoire sur les salaires, la QVT et puis la gestion des emplois. Il y a un deuxième niveau qui est celui, on va dire, de la concertation et de l'information qui concerne plus exactement le CSE. Et puis, je pense que même s'il n'est pas encore tout à fait éclos, il y a un troisième niveau qui est celui de, sur le terrain, la discussion entre le travail prescrit et le travail réel. Et c'est à ces trois niveaux-là que le dialogue social peut sans doute se déployer. Peut-être juste un rebond en fait des négociations obligatoires. Il y a les négociations annuelles obligatoires, les fameuses NAO, oui. Mais il y a d'autres sujets, hein, le handicap, les parités femmes-hommes, etc., qui sont des objets, enfin, ou des sujets de négociation obligatoires. Voilà. Et effectivement, l'intention des ordonnances est tout à fait louable, hein, évidemment, sur tout ça. On a une situation quand même assez paradoxale en France parce qu'on est un des rares pays au monde à avoir des négociations obligatoires. Ailleurs, on considère qu'on négocie quand on a besoin de négocier. Du coup, ça peut créer quelque chose d'assez compliqué qui est qu'on est obligé de négocier, mais on n'en a pas forcément envie. Vous voyez, dans certains cas. Et on n'y a pas forcément intérêt en plus. C'est-à-dire qu'on peut avoir ni envie ni intérêt, hein, d'un côté comme de l'autre. Hein. Mais en même temps, il faut justifier qu'on l'a fait. Vous voyez, donc c'est des types d'exercices. Inversement, il peut y avoir des espaces qui ne sont pas des espaces de négociation, mais dans lesquels il peut y avoir d'ailleurs de la négociation ou du dialogue. Donc, ça peut être dans les espaces de consultation, hein, obligatoires en CSE avant toutes sortes d'actions. Donc, ça rend le contexte français très, très compliqué. Et alors, je vous invite à lire le rapport récent de France Stratégie, hein, sur effectivement l'impact des ordonnances. Mais en gros, pourtant, c'est un État. En gros, la réponse, c'est impact des ordonnances Macron, bof, quoi. Hein, bon. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on met dans le dialogue social un peu tout. Hein. Christian Tudrose, sur son blog, je vous invite d'aller le voir aussi, montre qu'on peut avoir jusqu'à 6 acceptions différentes du mot dialogue social. Et dialogue, c'est un sens quand même précis, quoi. Et on n'est pas forcément, on peut avoir plein d'autres attentes, quoi. Voilà. Alors donc, ça c'est des éléments de contexte, hein. Le contexte français est très particulier et il y a un autre élément du contexte français aussi, pour celles et ceux qui sont moins familiers avec ça, c'est le pluralisme syndical, mais qui n'a pas le même sens qu'au Québec, ce qui fait qu'on peut se retrouver à la même table, même avec la réforme de 2009, avec des organisations syndicales différentes qui sont en concurrence, donc qui éventuellement peuvent avoir intérêt à se tirer la bourre, c'est-à-dire à jouer en gros les 30-40% de mécontents pour planter un accord.
Et ça, c'est très, très compliqué aussi. Moi, ça m'est arrivé en médiation sur des sujets très, très délicats. Et c'était avant ce qu'on appelle les accords de performance collective. Ce sont des accords qui permettent de déroger au cadre du droit du travail, où il y avait besoin, si vous voulez, d'ajuster des niveaux de salaire suite à des fusions qui n'étaient pas le même. Et une organisation syndicale, je ne la nommerai pas, mais en fait, a eu des consignes nationales de ne pas signer l'accord parce qu'en fait, il y avait un enjeu de capter les voix des mécontents. Et du coup, l'accord n'a pas pu être signé parce que là, pour renoncer à une action judiciaire, il fallait qu'il y ait une unanimité. Et il y avait l'unanimité des délégués, j'insiste, qui est autour de la table, mais c'est des consignes nationales qui sont venues dire à un délégué d'un des syndicats, non, tu ne signes pas. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un contexte très compliqué. Je ne veux pas parler trop longtemps, mais alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, justement, et c'est malgré tout, dans cet océan compliqué et très institutionnel, il y a des expérimentations qui, néanmoins, peuvent apporter des choses. Voilà. Peut-être c'est ça dont tu veux parler, Jean-Édouard. Alors, oui, il y a peu, à ma connaissance, il y a peu d'expérimentations qui ont été faites de formation commune au dialogue social. J'ai eu la chance d'en mener deux ou trois. Ce que j'ai considéré, c'est que s'agissant des négociations obligatoires, on était très souvent sur ce qu'on appelle de la négociation distributive. C'est-à-dire que ce que je donne, je ne l'ai plus, et ce que je prends, je l'ai en plus. Et l'équilibre se fait par la tension. Et je ne sais pas si le médiateur a beaucoup de place dans ce niveau-là du dialogue social. En revanche, au niveau du dialogue social, au sens de l'information et de la consultation du CSE, on est arrivé à des choses qui sont, à mon sens, vraiment intéressantes, et notamment alors, comprendre une première chose, c'est que, au bout du compte, celui qui a intérêt au dialogue, paradoxalement, c'est l'employeur. S'agissant des organisations syndicales, et notamment de celles dont tu parlais qui refusaient tout, le fait de tout refuser, ça n'interdit pas d'avoir quand même, puisque de toutes les façons, l'employeur, pour faire fonctionner la boutique, est bien obligé de mettre du dialogue et de la fluidité dans la relation sociale, sans quoi tous les efforts qui sont faits en termes de management, de productivité, d'implication des salariés ne fonctionnent pas. Et donc, ce n'est pas complètement idiot, si j'étais dans cette branche syndicale, de tout refuser, puisque de toutes les façons, ça arrivera quand même. Et puis, il y a d'autres branches syndicales qui, elles, s'intéressent à faire progresser le dialogue. Donc, bon an, mal an, on n'a pas forcément besoin de tout le monde. L'expérience que j'en ai faite a consisté à travailler sur qu'est-ce que négocier veut dire. C'est notamment justement le titre, sauf erreur de ma part, d'un des bouquins de Tudrose qui est vraiment très intéressant. Qu'est-ce que négocier veut dire, et ce que j'ai trouvé à l'occasion de ces expériences, avec, j'allais dire, les qualités de médiateur qu'on peut avoir, c'est-à-dire l'attention qu'on porte, l'impartialité, ou en tout cas savoir avoir un équilibre des temps de parole et des recadrages positifs au bénéfice de l'un ou de l'autre, c'est que les deux parties étaient très surprises de découvrir les difficultés rencontrées par l'autre pour mener une négociation. Les salariés se rendaient compte que le représentant de l'employeur, il était quand même tenu par des instructions de l'employeur, même s'il le savait déjà, il n'imaginait pas que ça puisse être à ce point-là. Et puis, les employeurs se sont rendus compte que les salariés, ils négociaient pour le compte de différentes personnes, mais sans avoir de mandat précis. Et négocier sans objectif, on le sait tous en matière de négociation raisonnée, c'est souvent voué à l'échec. Et donc, rien que ça, rien que cette discussion-là, rien que le fait d'aboutir ensemble à ce constat-là, même s'il est un peu négatif, a largement permis d'améliorer la discussion au sein de cette entreprise. Et il en est résulté l'idée qu'il fallait concevoir un accord d'entreprise pour administrer la négociation, d'une part. Ça existe déjà, qui doit produire quoi, quel document avant telle date, sous quelle forme, etc., etc. Mais également se mettre d'accord sur des process qui permettent de discuter ensemble et qui permettent de tenir compte des avis des uns et des autres et de les intégrer
dans ce qui deviendra un accord d'entreprise sur tel ou tel sujet, par exemple de la QVT. Et le travail qu'on a fait avec cette entreprise-là n'a pas pu aboutir parce que Covid, tout bêtement. Réunir des personnes en présentiel, c'est indispensable pour ce type d'activité. Et donc, il y a pour l'instant, on en est arrivé à un projet comment dire, un projet d'accord d'entreprise qui fixe les conditions dans lesquelles on va pouvoir passer d'autres accords. C'est-à-dire qu'on est exactement dans la négociation raisonnée. On négocie d'abord sur le processus avant de négocier sur le fond. Et la négociation sur le processus facilite grandement la négociation sur le fond. Voilà pour l'instant ce que j'ai retiré de cette expérience, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce qu'au-delà de l'aspect formation qui paraît être le plus important, c'est beaucoup plus l'aspect médiation et apprendre à négocier et apprendre à se confronter et à tomber d'accord, ce qui est l'objet à peu près quand même de la médiation. Et j'ai pensé que ces formations communes étaient vraiment une bonne idée de développement, on peut dire ça comme ça, pour des médiateurs un peu aguerris. Oui, Jean-Édouard, ces formations communes, alors c'est pas nouveau, tu l'as dit effectivement, c'est bien de l'avoir prévu dans les textes. Moi, là, dans mon expérience, les premières fois que j'en ai fait, c'était en 98 en France, mais je ne dis pas que j'ai été le premier à en faire, il y en a plein d'autres qui en ont fait. C'était d'ailleurs, alors c'était pas un hasard, c'était avec… je crois qu'il n'y a rien de confidentiel à le dire là, mais c'était avec le groupe Sodial. Donc, vous voyez, c'est une coopérative, une grosse coopérative. Donc, c'est tout de suite… ça nous donne un élément, c'est-à-dire qu'effectivement, en général, ça doit être, on verra si c'est le cas pour toi aussi, mais les organisations qui décident de prendre ce genre de dispositif quand ils existent, c'est que déjà, il y a une volonté de bien faire, de se parler, etc. C'est déjà un signe, c'est-à-dire qu'on a déjà fait la moitié du chemin. C'est un peu comme en médiation, quand les personnes ont finalement été chercher la médiation, accepté la médiation. On a fait la moitié du chemin. Bon. Alors, après, néanmoins, effectivement, tu parlais de négociation distributive, et je pense que c'est important parce qu'il y a plusieurs configurations. C'est-à-dire qu'il y a les cas où en fait on est obligé de négocier, mais il n'y a rien à négocier. C'est même pas de la négociation distributive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même les NAO, c'est parfois même pas de la négociation distributive, mais ça peut être quand même un espace de dialogue, parce qu'en fait, en réalité, il y a plein de sujets. Et je crois que la formation, ça peut aussi aider les parties prenantes à se dire, bon, détendons-nous, on n'est pas toujours dans le bon cadre, mais on va essayer de faire quelque chose d'intelligent dans l'intérêt de ce qui nous rassemble, dans ce qui est notre bien commun. En fait, l'entreprise, c'est quand même un bien commun, finalement, pour les salariés, les actionnaires et les dirigeants et d'autres parties prenantes. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intelligent dans le temps qu'on a, voilà. Et donc, effectivement, je dirais que très souvent, les formations conjointes, elles visent à transformer de la négociation distributive en négociation intégrative. Pour ça, autant que possible. Pour ça, il faut qu'il y ait déjà une envie, même une possibilité de négociation, et ce n'est pas toujours le cas. Donc, on peut aussi travailler sur le dialogue, c'est-à-dire voilà, se parler. Et je me souviens… Pardon ? Oui, qu'est-ce que dialoguer veut dire? Voilà. Rien que de se poser cette question et de dialoguer sur le dialogue, ça crée un lien qui est différent. C'est ça, exactement. Et voilà. Et aussi, d'ailleurs, apprendre à dire, moi, je me souviens d'une médiation que j'avais faite dans le nord de la France. Alors, c'était amusant parce que, bon, au début, ils avaient commencé, ils m'avaient dit, vous savez, monsieur Stimek, là, les syndicats qu'on a en face, on a les syndicats les plus contents du monde parce que, effectivement, on leur dit zéro parce que de toute façon, ils demandent beaucoup, puis après, on fait des compromis. Alors, ils croyaient me révéler un truc génial. Et évidemment, les syndicats en symétrie qui me disent exactement la même chose. Ils disent, vous savez, monsieur Stimek, on a une direction, c'est la culture du Nord, c'est comme ça, c'est un capitalisme du Nord. Ils ne proposent rien, donc nous, on demande beaucoup, comme ça, on a au moins quelque chose. Bon, alors, c'était drôle, cette symétrie. Alors ça, on a pu avancer là-dessus. Et puis, à un moment donné… dans la médiation, le leader syndical dit, écoutez, il faut reconnaître la direction, on ne fait pas que des propositions idiotes. Alors, moi, je me dis, super, là, ils avancent. Je le prends comme un élément positif à l'époque. Mais en fait, figurez-vous que dans cette culture locale, le dirigeant l'a très mal pris.
Alors que c'était au contraire une avancée, mais c'est ça aussi le travail, vous voyez, la subtilité des mots et de qu'est-ce qu'un mot violent ou non violent. Vous voyez, il n'y a pas forcément d'absolu. En l'occurrence, là, donc on a dû effectivement derrière faire un travail comment dire, voilà, de retraduction. Et donc la formation, comme tu le fais, Jean-Édouard, ça peut être aussi trouver les formules et les mots et la manière de se parler qui est acceptable des deux côtés avec ce qu'on est. Voilà. Oui, oui, oui. Et ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà plus que pas mal. Enfin, c'est un vrai boulot de médiateur. Enfin, c'est en ça que j'étais content qu'on puisse aborder cette question-là ce soir. Je sais que tu es pris après, donc on va peut-être être attentif à quelques questions, mais se dire que la médiation, c'est pas, avec toutes mes excuses, Gabriel, uniquement la rue de Futac, et c'est pas uniquement au service du justiciable. Et il y a des choses très intéressantes à faire en dehors de ce domaine-là. Je ne parle pas de cadre, mais de domaine-là. Gabriel, tu peux peut-être reprendre la main pour savoir s'il y a des questions. On ne t'entend pas. Je crois que tu as oublié de mettre ton micro. Ce qui n'est pas très grave, mais quand même. Oui, mais enfin, quand même, si je veux parler, c'est peut-être mieux qu'on m'entende. Je peux dire que là, je ne vois pas plus de questions et réponses. Il y avait eu des questions, j'ai vu tout à l'heure, à propos de Tudrose, mais il n'y a plus rien dans l'instant. Par contre, il y a des discussions donc, en matière de dialogue social, négocier sur le processus via des accords de méthode, calendrier, objet de discussion, nombre de réunions, participation aux réunions. Oui. Voilà. Alors, je vous ai mis dans la discussion les références du blog de Christian Tudrose, qui est très, très, très fourni sur le sujet. Voilà. Oui, c'est vraiment quelqu'un d'intéressant. Alors, ce dont tu parles, Gabriel, à mon sens, c'est ce que j'appelle, moi, l'administration de la négociation. Oui. Ce n'est pas la discussion et la mise au point en commun de processus qui vont produire une décision commune. C'est, j'allais dire, le minimum syndical. C'est-à-dire que si on ne transmet pas les documents en temps et en heure, on ne peut pas s'attendre à avoir une réponse qui soit constructive, par exemple. Il y a une question. Oui. Je vois une question là sur le bilan de France Stratégie. En fait, si vous voulez, il y a une tendance, alors je vais rentrer dans des choses un petit peu techniques, mais dans le droit du travail en particulier, droit en général, il y a une notion qu'on appelle la hiérarchie des normes. Donc, en général, vous avez la Constitution, la loi, les décrets, le machin, et puis l'accord, il vient à la fin. Et en fait, un des mouvements importants depuis déjà un paquet d'années, c'est une partie de renversement de la hiérarchie des normes en droit du travail. Bon. Et donc là, les ordonnances Macron ont été quand même assez loin là-dedans, et vous avez notamment un type d'accord qu'on appelle les accords de performance collective qui permettent de déroger à des choses qui sont dans les conventions collectives, qui sont dans les conventions d'entreprise, dans les conventions collectives, même dans le contrat de travail. Et l'idée, c'était de dire, les choses vont se discuter au plus près, sans que ça soit imposé d'en haut. Donc, l'idée peut être entendable, tout à fait. Mais effectivement, ce qu'on constate, c'est que globalement, évidemment, on ne peut pas mesurer le nombre d'accords. On en a des dizaines de milliers d'accords collectifs du travail en France par an. Ça, si on regarde ça, on est très content. Mais qualitativement, voilà, il y a un travail à faire sur le cadre et ce travail, malheureusement, il n'a pas été fait, quoi. C'est-à-dire, c'est pas qu'une question. Enfin, bien sûr, il y a cette question de formation, mais il y a des choses qui n'ont pas, des sujets qui n'ont pas été abordés, et notamment, c'est une question toute bête, mais qu'est-ce qui fait que j'ai envie de négocier avec quelqu'un ou pas? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de négocier avec mes syndicats ou pas? Qu'est-ce que ça m'apporte d'avoir un accord? Est-ce que cet accord me donne de la stabilité, etc. Et il y a plein de sujets, là, je ne peux pas développer ici, mais qui font que le cadre français est compliqué. Paradoxal. Voilà, paradoxal, exactement. J'ai vu qu'il y avait une question sur développer la notion de la médiation, pas uniquement au service du justiciable. Oui. C'est une question qui est super importante. Je pense qu'on va l'aborder tout à l'heure dans la troisième partie avec Pierre et Christophe Baconnier qui viennent nous rejoindre. C'est plus à ce moment-là, mais je la mets de côté pour bien évidemment y répondre.
je crois qu'on est à peu près dans nos temps de répartition parce que malgré le plaisir qu'on en a, on ne va pas pouvoir passer toute la nuit ensemble. Il n'y a pas d'autres questions de toute manière là pour Il n'y a l'instant. pas d'autres questions? Non. OK. Donc, on va peut-être pouvoir. Arnaud, merci de ta Merci à vous. Bonne suite. Merci Arnaud. Merci. Et à bientôt. À bientôt. À bientôt Arnaud. Merci. Au revoir. Donc maintenant, nous allons aborder le deuxième sujet avec Sophie et Jean-Édouard. Donc, la question est quand même assez intéressante et provocatrice. Est-ce que l'on peut faire de la médiation avec une seule partie? Est-ce qu'on peut dialoguer avec une seule partie, travailler avec une seule partie? Peut-on faire la médiation sans l'autre? Point d'interrogation. Eh bien, je vais y répondre. Alors, merci. D'abord, merci beaucoup à Jean-Édouard de m'avoir invité à l'ANM d'organiser cela. Et merci Gabriel pour cette introduction. Moi, Jean-Édouard, quand tu m'as soumis ce processus de médiation avec un seul, je me suis dit, ça c'est vraiment intéressant parce qu'il y a plein de situations où effectivement il y a un des protagonistes qui n'a pas du tout l'intention de venir en médiation et ou même qui au début en a manifesté et puis finalement se retire. Et donc une certaine frustration après pour ok, qu'est-ce qu'on fait de ça? Parce que finalement on sent bien qu'il y a des choses qui pourraient être faites et débloquées, donc ça m'a bien alléché. Et puis j'ai regardé le processus. Et j'ai vu donc ces différents temps, avec un temps de préparation très important, tout un questionnaire, le temps d'entretien, puis le temps post-entretien, et alléché aussi par l'aspect systémique que tu utilises. Ah oui. Ça, j'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant. Et puis du coup, je me suis dit, bon, allez, on va aller un peu naïvement tester cela auprès de Jean-Édouard. Et donc, en fait, ce que je me suis posé comme première question, c'est est-ce que le fait que tu interviennes auprès de un seul des médiés ou des protagonistes, parce que là, je ne sais même pas si on peut dire médier, pour toi, qu'est-ce qui fait médiation? Parce que là, on n'est pas dans la médiation, dans la relation à trois avec le tiers médiateur. OK. Alors, j'ai peut-être en préambule, j'ai une petite obsession qui est que je pense que les médiés souhaitent sortir rapidement des conflits et que nous, médiateurs, on doit s'évertuer autant que se faire se peut à leur trouver des processus qui soient le plus rapides possible. Donc, c'est en tout cas une façon que j'ai de travailler. Je ne dis pas que c'est la seule et qu'elle est toujours excellente, mais en tout cas, pour l'instant, dans comment dire, ma créativité parfois un peu débordante, je me focalise sur l'idée de faire les choses très vite, le plus vite possible. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que je pense que la médiation n'a pas de définition précise. J'entendais Arnaud tout à l'heure qui disait que Tudor avait repéré 6 acceptions du mot dialogue. Et encore, j'en ai pas discuté avec lui. Donc, je pense que les médiateurs pourraient gagner à cesser de tenter de définir ce qu'ils font et à s'en tenir au cadre, c'est-à-dire tel que l'entend Balta. Le cadre, c'est ce dont l'intervenant a besoin pour réussir la mission qu'on lui demande de réaliser. En médiation ou en coaching, et peut-être que ça va commencer à répondre à ta question, en médiation ou en coaching, si on veut résumer les choses à l'essentiel, le cadre, c'est quoi? C'est l'objectif du client. Et ce n'est pas au médiateur ni au coach, par exemple, de dire au client ce dont il a besoin. Le deuxième cadre, pour moi, le deuxième élément du cadre qui est parmi les plus importants, c'est la confidentialité, qui se distingue de la notion de secret. En tant que médiateur, je suis garant de la confidentialité. Par contre, je ne sais pas garder les secrets. Parce que si je suis pris par un secret, je vais être l'obligé d'un démédier
et je ne vais plus avoir d'indépendance vis-à-vis de lui. Et puis le troisième point, c'est que je crois que les gens qui nous font intervenir en tant que coach ou en tant que médiateur, ils nous font intervenir, c'est-à-dire qu'ils demandent à ce qu'on ait une attitude qui ait un effet. Alors, on peut avoir un effet en ayant une reformulation, par exemple, à l'identique, une reformulation qu'on pourrait qualifier perroquet, ça a un effet. Et le fait de ne pas intervenir, ça a un effet. Mais il faut arrêter de penser qu'il ne faut pas intervenir. On n'arrête pas d'intervenir, on tend là-dessus. Alors, quand on regarde ça sous cet angle-là, ce préalable fait, pardon, mais il était important, si on regarde la médiation du côté du justiciable, c'est trouver un accord. Si on regarde la médiation d'un autre côté, c'est d'améliorer, de débloquer, de restaurer la relation. Et je pense, et ça c'est l'aspect systémique de cette manière de travailler, je pense qu'on peut participer à débloquer, voire à aider au rétablissement d'une relation en travaillant qu'avec un seul des protagonistes dans la relation. D'accord. Et donc là, tu es vraiment dans l'approche systémique de je travaille avec un des éléments du système pour modifier le système lui-même et pouvoir faire évoluer l'interaction. C'est ça. C'est vraiment ça ton propos? C'est le fondement théorique, théorico-pratique de ce type d'intervention. Et sans jouer les cadors, je mets quiconque au défi de me dire qu'on ne peut pas modifier une relation en travaillant avec un seul individu, un seul des protagonistes. Et en ce sens que ça modifie la relation, c'est de la médiation. En tout cas, on peut considérer que c'est de la médiation. Moi, j'aimais bien cette distinction entre effectivement la médiation, définir la médiation, et puis le fait de faire médiation, c'est-à-dire d'avoir une action ou de modifier ou d'induire une modification dans les relations, notamment donc de faire évoluer le système dans l'interaction entre ces éléments, si ce n'est d'en faire bouger les éléments. Je pense que passer du temps à définir la relation, c'est rester à l'époque des Australopithèques, là où on est des Homo sapiens aujourd'hui. Mmh. Et je pense que vraiment les médiateurs enfin, ils en sont tous convaincus, hein, c'est peut-être simplement le fait de pouvoir se le dire, qu'il faut arrêter de discuter sur la médiation, c'est ça, c'est pas ça, et s'occuper de l'objet de la médiation, qui est d'abord l'objectif des clients, et ensuite, bien évidemment, l'objectif des clients en lien avec la relation. Oui, et donc toi, dans l'objectif des clients, là, on est vraiment proche du coaching avec la définition de l'objectif. Oui. Et avec une définition assez précise de qu'est-ce que je veux modifier. Oui. Que le client, ou en tous les cas, en l'occurrence le médié, a pour objectif, se définit comme objectif. C'est ça. Et je pense que le médiateur a un travail à faire. Et alors, par exemple, dans cette médiation sans l'autre, le travail il est plus facile parce que faire une médiation avec un seul des protagonistes, c'est comme réussir une chantilly avec un batteur moulinex. N'importe qui est capable de le faire. Enfin, si, une chantilly, c'est avec un batteur. Si. Enfin, bon, Gabriel, on en reparlera. On en reparlera. Mais ce que je veux dire, c'est que comment exprimer ça, on va d'abord travailler à savoir ce que la personne veut et attend de l'intervention. Et c'est pour ça que même la distinction coaching-médiation peut ne pas avoir autant d'intérêt que ça. Je pense que ce qui fait la différence, ce n'est pas le processus, on en est tous d'accord, c'est à peu près les mêmes outils. C'est l'objectif. Hein? Et quand même, il y a cette posture de tiers médiateur, et dans cette absence de l'autre protagoniste, et pourtant, il y a absence, là, en l'occurrence, dans l'interaction, en face à face, mais pourtant, il y a bien quelque chose qui se joue, il est quand même bien présent. Donc, ah oui. Il n'y a pas une présence physique, hein, mais c'est un peu le tiers absent. Hein. Alors, si on est sur un autre cadre ou un autre registre, en thérapie familiale, il y a cette technique formidable qui consiste à placer une chaise vide pour représenter quelqu'un dans la famille,
soit qui n'est pas là, soit qui n'est plus là parce qu'il est décédé, par exemple, et de lui donner une place dans le moment de la thérapie grâce à ce symbole que serait la chaise vide. Là, comment dire, la personne, elle va travailler sur qu'est-ce qui... C'est pas qu'est-ce qui m'embête chez l'autre, c'est qu'est-ce qui m'embête dans la relation avec l'autre. Alors, en même temps que je dis ça, je réfléchis, c'est presque, on va travailler non pas sur le problème, mais sur la relation que la personne qu'on a en face de nous a avec son problème. Donc, ça commence d'abord par définir son problème. J'ai vu une question passer en disant, est-ce que vous avez un exemple précis de médiation sans l'autre qui est abouti à modifier la relation? Oui, j'en ai plusieurs. Une responsable juridique qui me dit, je ne supporte plus mon DAF, j'ai l'impression d'être constamment sous son contrôle, etc. Et on a travaillé pendant une heure et demie de temps à peu près, sur la relation qu'elle avait, non pas avec l'autorité, sa petite enfance, son papa, sa maman, etc., mais comment est-ce qu'elle voyait cette relation et comment est-ce qu'elle pouvait nommer ce problème et comment est-ce qu'elle pouvait trouver un autre positionnement par rapport à ce problème. Et puis, j'ai également en tête quelqu'un qui devait renégocier l'embauche de quelqu'un d'autre dans un service dont elle était responsable, fonctionnel, mais pas hiérarchique, et qui me disait, mais à chaque fois qu'on aborde la question ensemble, avec le responsable hiérarchique, ça se termine en pugilat. Et c'est dommage parce qu'au bout du compte, on va louper des embauches, ou en tout cas des recrutements qui pourraient être intéressants. Et donc là, l'idée, pour elle, ça a été de concevoir que si elle lâchait prise sur cette discussion, elle allait pouvoir laisser l'autre être attentif à son point de vue et vraisemblablement l'accepter, ce qui s'est au demeurant produit. Et donc, j'ai jamais rencontré ni le DAF, ni le responsable hiérarchique, et je les rencontrerai jamais. Enfin, et ça s'est bien trouvé. Alors, par contre, ça demande une grande rigueur. C'est-à-dire qu'il y a un gros boulot de préparation, hein, avec un document qui est assez rigolo, hein, qui consiste à dire comment vous appelez votre difficulté, est-ce que vous avez fait quelque chose pour la résoudre? Si vous répondez non, en quoi le fait de ne rien faire pouvait permettre de la résoudre? Si vous répondez oui, c'est ça, c'est ça. Et rien que ça oblige la personne à regarder différemment la relation. Et puis ensuite, il y a un travail qui est assez long, hein, l'entretien dure une heure et demie, enfin 1h30, 2 heures, pardon. Il y a bien 3/4 d'heure, 1 heure qui est consacrée à la clarification de l'objectif. Et de temps en temps, il y a plusieurs objectifs qui apparaissent, ou en tout cas plusieurs points qui pourraient être travaillés. Mais comme le deal, c'est un seul entretien, la personne accepte de se focaliser sur un seul angle de vue. Et puis après, on travaille sur cet angle de vue. Alors là, après, la technique est un peu plus complexe puisque ça consiste à travailler notamment beaucoup avec des cartes métaphoriques et à laisser la personne raisonner par elle-même sur la base de cartes métaphoriques de façon à créer une sorte de révélation. Alors, c'est beaucoup dire, hein, mais en tout cas, elle accède à une information qu'elle avait déjà sur la manière de résoudre le problème, mais qu'elle ne savait pas qu'elle avait. Et l'objectif de cette deuxième partie de l'entretien est de permettre à quelqu'un de savoir ce qu'elle ne sait pas qu'elle sait. Et du coup, donc, il y a quand même un cadre contraint avec seulement un entretien. Et quelle différence est-ce que tu mets par rapport vraiment du coup au coaching? Alors d'abord, de ce que je sais du coaching, c'est que c'est souvent plusieurs entretiens. Et pour être très honnête, un coach pourrait appeler ce qui se fait là dans ce one-shot médiation, la médiation tout seul, un coach pourrait le faire et un médiateur peut le faire aussi parce que je pense qu'on est pile au moment où les deux domaines se tuilent.
Et si quelqu'un me dit, mais ce que vous avez fait, ce n'est pas de la médiation, c'est du coaching, je lui dis, vous avez raison. Vous avez raison. Et si quelqu'un qui est coach me dit, mais en fait, ce que vous faites, ce n'est pas du coaching, c'est de la médiation, je dis, c'est exactement ça. Et c'est pas que j'ai pas de temps à perdre pour distinguer les deux, mais en tout cas, à mes yeux, ça ne présente pas suffisamment d'intérêt. Et puis, je ne suis peut-être pas suffisamment compétent pour arriver à trouver une réponse satisfaisante. Donc, j'élude le problème. Hein. Donc, peut-être un dernier point, c'est vraiment, tu soulignes ça, c'est l'aspect interventionniste. Et là encore, on est vraiment dans l'aspect systémique d'être interventionniste. En fait, c'est l'intervention, même presque un peu stratégique, quoi, dans ta manière d'aborder les choses. Oui, merci d'aborder ça parce que je suis trop content. Non, mais je suis trop content d'en parler. Un de mes grands modèles, c'est un Italien qui s'appelle Giorgio Nardone, qui est installé en Toscane. En plus, c'est assez agréable d'aller lui dire bonjour. Qui est on va dire, c'est le petit frère de Vlastavic. C'est Vlastavic qui réfléchit moins et qui agit plus. Et donc, c'est un stratège formidable. Quand on regarde travailler Nardone, il est en position très haute, très directive d'apparence. Et en réalité, il est d'une humilité et d'un non-interventionnisme qui est désarmant. Ce qui fait que quand la personne choisit telle voie plutôt que telle autre, une fois qu'elle est dedans, elle s'est validée à elle-même que c'était la bonne piste. Et il n'y a même plus d'effort à faire pour tenter de résister, de la convaincre parce qu'elle est déjà convaincue, ou tenter de la convaincre parce qu'elle est déjà convaincue. Et la grande stratégie de Nardone, c'est quand vous êtes face à ça, vous ressentez plutôt ça ou plutôt autre chose. On ne s'en sort pas, on est coincé, c'est un jeu d'échecs. Hein, c'est même un jeu de Go, c'est pire que ça. Et ça nécessite d'assumer le fait d'être stratège. Mais bon an, mal an, on a tous pu. En tout cas, moi, je ne saurais pas faire ça. Enfin, c'est tellement réjouissant et ça participe tellement à aider celui qu'on a en face de nous que ce n'est pas la peine de s'en priver. Enfin, ce serait même malhonnête de prendre des sous pour ne pas faire ce qu'on sait faire. Oui, dans ce que tu évoques, il y a vraiment cette médiation d'un seul, mais il y a aussi ce temps d'entretien séparé, de préparation à la médiation, où il y a aussi peut-être place pour ce type d'intervention. Oui, je pense, mais sans doute moins poussé. Et puis, pas avec la consigne qu'on a 1h30 à passer ensemble. On aura du temps en plus après. Là, la contrainte de temps met un peu le système sous pression. Hein. Donc, il faut plutôt avoir des gens qui sont un peu solides. Hein. Effectivement, on ne fait pas ça avec un grand dépressif, c'est évident. Hein. Mais avec des gens un peu solides, les personnes ressortent de là en disant je suis bluffé parce que je savais que je ne savais pas. En même temps, cette contrainte, c'est vraiment le cadre que tu poses. Oui, le temps fait partie du cadre, bien sûr. Alors, l'idée qui était derrière, c'est que parmi les solutionnistes, enfin, les inventions de l'intervention orientée solution, il y avait un grand ponte qui s'appelait De Chazer qui disait « Chaque entretien est potentiellement le dernier ». Et ça m'avait bien plu quand j'avais lu De Chazer, et donc je m'étais dit, là, on va pousser le truc un petit peu plus loin, on va dire, c'est pas chaque entretien, le premier est nécessairement le dernier, et pas potentiellement. Et ça oblige à pédaler vite. Enfin, je veux dire qu'il a fallu concevoir quelque chose qui vraiment focalise sur un résultat. Mais enfin, en tout cas, j'en suis encore au test. Hein, c'est pas encore. Enfin, quand je dis des tests, j'ai dû faire ça une 50aine de fois quand même, hein, depuis 2-3 ans. Ça se fait par visio. Donc, le marché est national pour celui qui habite n'importe où. Vraiment, pour l'instant, les résultats sont très bons. Il faut encore améliorer un petit peu les choses. Hein. Voilà.
Mais écoute, merci beaucoup, Jean-Édouard. De rien. Il y a encore plein d'échanges, donc merci pour cet outil très intéressant. Je ne sais pas s'il y a des questions ou pas qui ont été posées. Votre micro, Gabriel. Oui, il y a des questions qui ont été posées. Alors, d'une part, peut-être on te demande d'avoir un exemple concret pour dire dans quel contexte et à propos de quelle situation tu as fait ce genre d'exercice. Ensuite, on te demande, mais après, est-ce que tu reviens quand même vers l'autre, puisqu'il s'agit d'une médiation, hein? Et finalement, on te demande aussi, quelque part, de pouvoir donner une explication peut-être très simple sur qu'est-ce qui est coaching. Est-ce que tu fais vraiment du coaching ou tu fais de la médiation? Donc, pour beaucoup, là, il y a un mélange. Ouais. Alors, le mélange, je l'assume et pour moi, il n'y a pas de différence. C'est comme la personne avec qui je travaille veut l'appeler. OK. Bon, c'est pas très satisfaisant et pas très rassurant, mais c'est de la médiation parce que ça s'intéresse à la relation, c'est du coaching parce qu'on est tout seul. Et je pense que le propre du médiateur est de savoir relier des choses qui n'ont pas forcément de lien entre eux. Et j'invite les médiateurs à faire un lien entre le coaching et la médiation. On peut dire ça comme ça. Pour ce qui est du contact après, bien évidemment, j'ai oublié de l'aborder, j'adresse le lendemain de l'entretien un document que j'ai appelé fiche de validation, où la personne a préétabli un certain nombre d'engagements qu'elle prend pour elle-même, de façon à mettre en œuvre le changement dans la relation qu'elle s'est engagée à mettre en œuvre. Et puis, bien évidemment, si la personne a besoin d'un coup de main, on se passe un coup de fil et on travaille ensemble. Enfin, c'est pas coucou, je disparais, vous ne m'entendrez plus jamais, etc. Mais jusqu'à présent, ça ne s'est pas trouvé. Ce qui s'est trouvé, c'est que je rencontre les gens 6-8 mois après et l'observation, c'est « Ah ouais, ton truc, bah écoute, en tout cas, il n'y a plus de problème. » Mais les gens ne font pas forcément, enfin les personnes, pardon, ne font pas forcément le lien entre le travail qu'on a fait ensemble et le fait qu'il n'y ait plus de problème. Ce qui est fantastique parce que d'abord, ça m'évite tout échec. Et ça, c'est quand même très agréable. Et en plus, ça satisfait énormément l'extrême humilité qui me caractérise. Voilà. Alors, tu peux nous donner un exemple. Et avant de cela, il y a un des participants qui te fait une proposition, si tu veux appeler ça média coaching. Ah oui, si ça lui fait plaisir, je suis d'accord. Voilà. Bon. Alors, est-ce que… Vraiment, mais ce serait sans doute une dénomination qui serait très, très fédérative, très fédérante, pardon. Et donc, on te demande autre chose voilà, concernant la responsabilité civile professionnelle. Quelle est la qualification donnée à ce travail? Écoutez, ça, c'est les juridictions qui s'en débrouilleront le jour où j'aurai une difficulté, ce qui n'est pas encore apparu. Et j'ai la chance d'avoir pour l'instant de quoi assumer, même si je ne suis pas assuré. Je ne pense pas qu'il y aura… Vous voyez, faut quand même un peu de métier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ça avec des gens qui sont très fragiles. Mais il ne faut pas exagérer non plus. Les gens très fragiles, ils ne vont pas tenter de rencontrer et de se mettre dans des situations comme ça. Les gens sont intelligents, ils vont chercher l'accompagnement dont ils ont besoin là où il est. Hein. Là, on est dans l'entreprise, le plus souvent, enfin exclusivement dans l'entreprise, en tout cas pour ce que j'en ai fait, et avec un problème relationnel, soit avec un collègue, soit avec un hiérarchique N+1 ou un manager N-1.
Et par Alors, contre, Jean-Édouard, les exemples, c'est celui que, c'est encore une fois, hein, c'est celui que je donnais de comment. Alors, j'ai pas noté, c'est ça qui me manque pour l'instant, c'est que j'ai pas noté les scripts des, des entretiens one coaching pour vous dire, ben voilà comment est-ce que ça s'est passé exactement. C'est sans doute quelque chose vers lequel il faut que j'aille. J'y suis pas là pour l'instant. Mais encore une fois, c'était comment je fais pour pouvoir discuter tranquillement avec le responsable hiérarchique de mon unité de travail, de façon à ce que la personne qu'on embauche corresponde à ce dont j'ai besoin, moi, qui suis responsable fonctionnel. Et l'idée a été d'accepter de ne pas rentrer en compétition et en relation symétrique avec l'autre, et de prendre conscience des effets néfastes de cette relation symétrique et de savoir s'en dégager le plus vite possible. Et la discussion qui a eu lieu au sujet de cette embauche s'est faite sans l'escalade symétrique entre le fonctionnel et le hiérarchique. Et la fonctionnelle est arrivée à embaucher la personne qui lui paraissait la plus adaptée, sans opposition du hiérarchique, qui lui a dit « Je ne sais pas ce que tu avais aujourd'hui, mais tu étais vraiment en pleine forme et vraiment très sympathique. Si ça pouvait être ça tous les jours. » Donc lui, il ne s'est pas remis en question, hein, mais on ne lui demande pas non plus. D'accord. Donc là, tu précises que tu as fait cet exercice essentiellement au niveau de l'entreprise. Tu fais ce travail-là une seule fois, c'est ça? Et dans un temps limité? Alors, le format, c'est 1 heure, 1 heure et demie. 1 heure, 1 heure et demie. Oui, parce que plus d'1 heure et demie à ce rythme-là et en visio, parce que c'est souvent en visio, oui. C'est trop fatigant et pour la personne et en tout cas pour moi. Et je ne l'ai fait pour l'instant exclusivement que dans des médiations intra-entreprises. Je n'ai pas fait ça en médiation familiale et je n'ai pas fait ça, et ça ne me paraît pas adapté pour ce qui concerne la médiation que j'appelle au service du justiciable. Donc, dans d'autres domaines, tu ne l'as pas expérimenté, c'est ça? Non, et puis, alors, j'ai travaillé avec le modèle, enfin, comment dire, j'ai animé une formation au profit d'un cabinet de psychothérapeutes, psychiatres et psychologues patentés pour leur dire comment je travaillais. Eux, ils ont trouvé ça vraiment super en thérapie. Et ils avaient envie, et ils ont commencé à le faire, d'adapter ce modèle-là pour la thérapie, mais ce n'est pas mon job. La thérapie, je ne sais pas faire. Bien. Et vaut mieux peut-être pour les gens qui ne vont pas bien. D'ailleurs, c'est peut-être une bonne idée. Alors, un des participants a posé la question concernant la médiation navette, mais j'entends que c'est pas vraiment, c'est pas ça. C'est pas ça. On pourrait le concevoir comme ça. La médiation navette, ce serait un autre modèle. Mais c'est aussi une façon intelligente et efficace de faire de la médiation. Quand 2 personnes vous disent on ne peut pas se rencontrer, mais on veut trouver un accord, c'est par vous que l'accord va passer. Et là, leur objectif, ce n'est pas de rétablir la relation, c'est surtout de l'éviter. Mais leur objectif, c'est surtout de trouver un accord. Et c'est intéressant comme question parce qu'elle fait bien le lien avec, si je comprends bien, le 3e temps de notre intervention avec Pierre et avec Christophe sur ce que j'appelle la médiation au service du justiciable. Très bien. Alors, écoutez, j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui ont posé des questions qui sont intéressantes. Je pense que Vincent va les relever toutes. Oui. Et si on peut y répondre, ce sera vraiment très bien. Donc, on te les adressera à Jean-Édouard et puis tu verras ce que tu peux faire. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Merci Sophie. Pour cette présentation. Voilà. Maintenant, on va passer la parole à Monsieur le Président, Christophe Baconnier, qui va donc lui parler de justement les justiciables, comme tu dis, hein, puisque de toute façon, il y a les personnes qui viennent en médiation, les justiciables, et donc là, c'est plus orienté judiciaire. Et donc,
nous avons la chance d'avoir Pierre Béliveau qui, lui, fait des médiations qu'il appelle CRA, conférence de règlement amiable. Donc, c'est vraiment la médiation judiciaire et qui arrive vraiment au bout du bout. Et il va vous parler de la manière dont il vous en parlera de la manière dont ça se fait et par ailleurs les taux de réussite. Mais nous sommes dans un contexte culturel qui est différent et c'est intéressant aussi de le noter. Pour Jean-Édouard, donc c'est toi qui anime cette dernière partie, donc je vais te laisser la parole. Voilà. Ok, merci. Alors là aussi, peut-être un préalable qui va répondre à la question qui a été posée tout à l'heure. Dans ma façon de concevoir les choses, je ne distingue pas la médiation conventionnelle de la médiation judiciaire. Je distingue la médiation au service du justiciable d'autres médiations qui pourraient être, par exemple, la médiation en entreprise, dans les collectifs de travail. La médiation au service du justiciable, pour moi, ce sont des médiations dont la mésore est la saisine du juge. On gagne un temps considérable. Et parce qu'on sait qu'on est dans un litige qui, de toutes les façons, peut trouver sa solution par le droit et par le juge. Bien ou pas bien, cher ou pas cher, intéressant ou pas. Mais en tout cas, le juge est là et c'est quand même le rôle du juge que de résoudre le conflit quotidien grâce au droit, avec toute l'imperfection que ça a. Mais je préfère une justice imparfaite à une absence complète de justice. Ça, c'est évident. Donc, cette médiation au service du justiciable, c'est celle-là. Le deuxième préalable, mais je pense qu'avec Pierre, on va se rejoindre très vite là-dessus, c'est que pour ce qui est de ce domaine de la médiation, si nous, médiateurs, on est un peu attentifs à ce que souhaitent les médiés, ce qu'ils souhaitent, c'est trouver une solution, que ça aille vite et que ça ne coûte pas trop cher. Et ça me paraît assez sain d'avoir cette vision des choses. Parce que si ça doit aller lentement et coûter assez cher, autant aller voir des avocats, des juges, etc. Enfin bon, j'avais un oncle qui était un peu provocateur qui disait un bon conflit, ça doit coûter 3 fois l'enjeu du litige, sinon on n'a pas vraiment réglé le problème de droit. Bon, il n'est plus en vue aujourd'hui, et je pense que ça passerait moins bien de le dire comme ça aujourd'hui, mais c'était de sa manière provocante de dire les choses. Donc, maintenant, c'est si on part de ces principes-là, que je n'impose à personne qui peuvent être tout à fait discutés, même si je suis certain d'avoir raison, comment est-ce qu'on fait pour trouver une méthode de règlement des litiges qui correspondent à ces critères-là? Mésor, c'est le juge, rapide, pas cher. Alors, je crois que moi, j'aimerais bien avoir le point de vue de Christophe là-dessus, parce que juge, on voit sans doute les choses un peu différemment qu'avocat que je suis par ailleurs, ou médiateur que je suis également. Mon opinion sur les premières propositions que tu viens de faire. Oui. Oui, j'entends tout. J'entends bien sûr, je n'ai pas de sujet sur la première proposition qui consiste à dire que la médiation telle que tu l'envisages, je dis ça, telle que tu l'envisages, elle est elle peut intervenir avant le procès. On sait que c'est la médiation conventionnelle, ou après l'engagement du procès. Tu dis simplement le marqueur, c'est qu'on a recours au juge à un moment donné. Et le juge, et d'ailleurs le recours au juge et la mésor. Je n'ai pas de sujet là-dessus avec les distinctions que le code fait, parce que là, on va parler de médiation. On ne va pas annoncer le code de procédure civile. Oui. Sur le deuxième sujet, il y a une vraie proposition différente.
parce qu'effectivement, au lieu d'être centré sur le rétablissement de la relation et sur le problème, Ouais. c'est-à-dire les vrais problèmes, hein, pas que les positions apparentes, mais le différent avec les besoins non satisfaits qui sont en jeu dans ce différent. Oui, là, tu as une proposition novatrice, centrée sur la solution plutôt que sur le problème. On le sait, dans la relation d'aide, les deux approches existent. Centré sur la personne, on laisse de côté. Mais sinon, centré sur le problème ou centré sur la solution. Et là, ce qui est intéressant, c'est que tu nous proposes, alors moi je vais t'entendre, je vais t'écouter, même si je te connais, Jean-Édouard, et même si je travaille avec toi pour l'expérimentation de la médiation one-shot, le sujet, c'est qu'ici, tu développes tes idées, tu nous les proposes. Oui. Et donc, je vais te rendre très, très vite la parole après avoir dit « je suis curieux ». Je suis curieux parce qu'il n'y a pas lieu de fermer la porte, de fermer les fenêtres et de se dire « il y a ça qui est bien, le reste, ce n'est pas bien ». En gros, vous avez compris que ce que je dis là, c'est que la méthode traditionnelle de médiation, Routh-Fiottag, centrée sur le problème et sur les besoins, bref, sur la relation, mais au départ, c'est bien le problème. Eh bien, tel qu'on l'a appris en tout cas à Ifomène et ailleurs, si on se dit il n'y a pas de voie pour autre chose, oui, on est dans le biais de vérité. Oui. On ne risque pas d'apprendre et d'évoluer, de donner des chances à d'autres voies si on est dans ce biais de vérité. Et moi, je suis un homme de doute. Je reste ouvert. Je crois que toutes les couleurs sont intéressantes sur une palette. Je crois que toutes les nuances peuvent être entendues. Ce qui importe, c'est d'être sincère, d'être vrai et de se reformuler parce qu'on a tout à gagner d'aller à la rencontre de quelqu'un différent. C'est d'ailleurs un peu au cœur de notre métier, de notre envie de médiation. Je te rends la parole parce que je crois que c'était je n'ai pas envie de développer plus ma première. Okay. Alors, moi, si tout le monde est OK, moi, je trouve que les Canadiens ont toujours une façon très pragmatique de voir les choses. Et depuis que les Canadiens existent, je me sens moins seul. Et je serais ravi je sais pour en avoir discuté avec Pierre et je trouve que c'est vraiment important à exposer ces fameuses CRA. Pierre, est-ce que tu nous entends parce que Oui, je vous entends. J'ai un problème de connexion sur mon ordinateur. D'accord. Je pense que je vais m'installer. Je vais prendre l'ordinateur de Gabriel. Je m'excuse. Bonsoir, Pierre. Gabriel et moi, on a fait une CRA hier. On a eu le même problème. Alors, bonsoir à tous. Donc, très rapidement, pour vous parler de ce qu'on fait au Québec. Bon, le contexte, il faut bien comprendre. À la Cour supérieure, ce sont des litiges de plus de 70 000 $, donc 50 000 € plus ou moins, et les choses familiales. Il y a 60 000 dossiers ouverts par année. 93 il y en a 7 % qui vont à procès et jugement. Alors, donc, très rapidement, les avocats eux-mêmes règlent 85 % des dossiers. Et il y a des médiations privées qui en règlent 3-4 %. Et il y a 1000 CRA présidés par des juges ou des juges retraités, ce qui fait que je ne suis pas encore en présidé. Et il y en a 1000 par année, ce qui nous amène à peu près à 93 %. Et le taux de succès est aussi entre 80 et 85 %, que ce soit en visioconférence, que ce soit en présentiel, que ce soit les affaires civiles, que ce soit les affaires familiales. Donc, c'est un taux de succès qui est extrêmement important. C'est dans le domaine judiciaire, quoi qu'il peut se faire aussi qu'en matière, il y a aussi, j'ai oublié de le dire, il y a aussi des médiations en matière familiale avant que l'on aille plus loin. Donc, ce qui reste, ce qui va en gratuite, et incidemment, les CRA sont également gratuites. Donc, la CRA, là, on est dans le dur. Parce que les avocats n'ont pas pu régler en matière familiale, ils n'ont pas pu régler les médiateurs agréés, c'est-à-dire non des juges, il y a des avocats, des gens de toute profession, n'ont pas pu régler. Donc, ce qui reste, on est dans le dur. Bon. Deuxième, bon, je l'ai dit, le taux de réussite est de 80 à 85 %. Maintenant, pourquoi? Bon. Et j'ai toujours dit que
la CRA, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la médiation, mais c'est très efficace dans un certain cadre. Et là, ça implique, excusez-moi de faire cet pléonasme, l'implication très forte de tous les acteurs. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 règles bien précises. Tout d'abord, les parties et leurs avocats doivent remplir un formulaire adressé. Bon, il y a un juge responsable de la Chambre des CRA qui gère tout. Et on tient des statistiques. Et bon. Donc, on envoie une demande. Bon. Et là, dans la demande, ils indiquent sommairement la nature du litige. Et ça, c'est remis au juge qui présidera la CRA. Des questions qui sont en litige. Et là, c'est quand même pas rien. Tant les avocats que les parties déclarent, et je cite, qu'ils sont prêts à faire tous les efforts nécessaires pour en arriver à une situation négociée. Bon, c'est pas automatique, mais c'est pas tout le monde qui sait n'importe quoi. Donc, ça dit bien une chose, c'est orienter solution. On commence par la solution et ce qui arrive fréquemment quand il y a une entente, par exemple en matière familiale, quand ils sont entendus, on voit les visages se détendre. Bon. Deuxièmement, les parties et les avocats doivent prendre l'engagement de transmettre à l'autre tous les documents pertinents à la solution du litige. Donc, on négocie à livre ouvert. Bon. Et moi-même, comme juge, et ça m'a été un peu inspiré de ce qui se fait en France, parce que personne ne faisait ça. On arrivait le matin, et le dossier était sur la table, mais là, j'ai trouvé, on n'a pas besoin de faire des entretiens préalables, mais je demande aux avocats, une dizaine de jours avant la CRA, de m'envoyer leur thèse. Un document de 2, 3, 4 pages. Il n'y a pas question de tout m'envoyer, mais pour que je comprenne ce que j'appelle le corridor de négociation. Qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui peut être pas fait. Et parfois, moi, ça m'a aidé parce que j'ai imaginé des solutions auxquelles les parties n'auraient pas pu penser. Donc, j'ai dit, deuxièmement, ils s'échangent tout. Troisièmement, chose extrêmement importante, parce qu'en France, on voit des choses où les sociétés envoient des gens à l'observateur. Si c'est une personne morale, la personne apte à prendre la décision doit être présente sur place ou joignable au téléphone. Et si ce n'est pas respecté, bonne chance pour avoir d'autres CRA qui, incidemment, sont gratuites. Alors, ça, c'est un cadre très, très fort qui permet justement beaucoup de règlements. Alors maintenant, pourquoi? Est-ce que, moi je dis toujours là, c'est ce qu'on fait, on n'est pas nécessairement dans le même cadre culturel, on l'a dit tantôt. Et pourquoi un tel taux de succès? Bon, c'est sûr que la tradition anglo-saxonne de la médiation. Bon, ouais. La négociation. De la négociation, ou de la négociation. Et de l'amiable. Bon, et de l'amiable en général. Bon, moi, je suis de conseil dans un bureau d'avocat de Montréal. Je suis devenu avocat. Le premier réflexe qu'on a dans des gros dossiers, c'est qu'est-ce qu'on fait pour régler? Quelle proposition on fait? Ça, c'est bon. Alors, l'affrontement, que ce soit en matière judiciaire ou autre dans la vie quotidienne, c'est la solution ultime. Donc, ça implique que la posture des avocats et des parties est nettement différente. Et les avocats, donc, sont davantage prêts. Il faut être absolument pratique aussi prêt à plaider son dossier lorsqu'on va en CRA, parce qu'il faut le connaître, on va discuter, il faut avoir les bons arguments. Alors, et surtout, ils se sont échangés. Et là, ça amène également que les parties doivent être disposées à faire un compromis. Bon, je dis souvent l'expression, on essaie de trouver le corridor, hein, comme on dit, best case, worst case scénario. Bon, avec les avocats, souvent, parfois on fait des caucus avec les avocats, bon, on s'entend, bon, ben, ça va finir entre ça et ça. Bon, là, une fois qu'on a bien établi ça, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de faire prendre la poire en deux sur les premières salles, parce qu'il suffirait de faire de la surenchère. Bon, mais lorsqu'on a bien établi le corridor, très fréquemment, puis on a eu le cas il y a quelques mois, Gabriel et moi, là, il était à 10 000 €. Bon, j'ai dit, écoutez, là, donc, vous ne pouvez pas parler à la procès, on va couper ça en deux. Vous êtes d'accord? Bon. Eh bien, je n'étais pas d'accord. Il y en a un qui a pris plus que l'autre. Je ne me souviens pas. Peu importe. Ils ont c'est leur décision. C'est leur décision. Mais, ça, voilà. mais là, ça leur fait réaliser la situation. Bon. Alors, maintenant, évidemment, ce qui joue aussi beaucoup, c'est que dans le système anglo-saxon, les juges, nous sommes des anciens avocats. Bon, on comprend le travail des avocats. Et il y a une complicité entre nous. Je vais vous donner un exemple d'un cas que j'ai eu. Une avocate m'a appelé, elle m'a dit, écoutez, monsieur le juge, il m'appelle encore monsieur le juge, même si je ne le suis plus. Écoutez, monsieur le juge, mon client, il n'y aura pas de crédibilité devant le juge. Je lui ai dit, puis il ne me croit pas. Voulez-vous, vous allez lui dire.
vous, il va vous croire. Bon. Donc, ça aussi, donc, il y a spontanément beaucoup plus de collaboration. Et enfin, évidemment, le coût du procès dans le système anglo-saxon est beaucoup plus élevé. Bon, parce que la preuve est orale. Bon, donc, des procès de 3, il n'y a jamais de procès en bas d'un jour, 3 jours, 10 jours, ça se voit. Alors, mais il y a une chose, l'appel est beaucoup plus difficile. Les tribunaux d'appel interviennent très peu. Ils disent le juge de première instance était le mieux placé. Et à la Cour suprême, il y a 50 causes par année. Bon. Alors, donc, l'appel est nettement restreint, alors qu'ici, les litiges peuvent durer 10 ans. Normalement, quand une cause est inscrite à la Cour supérieure, dans l'année, vous avez votre procès et le jugement dans les mois qui suivent. Alors, donc, c'est vrai que le procès coûte plus cher, mais par contre, en France, et ça peut être l'intérêt, les litiges durent depuis beaucoup plus de temps. Alors, sommairement, c'est ça. Comme je dis, ce qu'on fait, ça fonctionne, pour employer l'expression de Gabriel, du feu de Dieu. Ça fonctionne très bien, mais dans un contexte culturel qui est différent. Et c'est à voir si en France, des gens sont prêts à faire le pas. Alors, voilà. Est-ce que Gabriel peut nous apporter des précisions? C'est quoi le feu de Dieu? Il est grand, il est petit, il est chaud. Le feu de Dieu, il est assez chaud. Je suis toujours épatée parce que les gens sont d'un calme étonnant. Ils sont vraiment préparés par leurs avocats. Les avocats travaillent réellement pour… D'abord, les avocats entre eux, ils travaillent vraiment pour trouver des solutions permettant de sortir des problèmes. Et bon, la dernière médiation, c'était quand c'était hier, oui. C'était à propos d'une séparation, donc un couple qui est divorcé, et ça fait déjà au moins 6 ans qu'ils sont séparés, et ils ont des points concernant la garde des enfants à régler. Donc il n'y avait pas la question d'argent, il n'y avait aucune question d'argent, mais vraiment c'était des questions de principe. Et là, les avocats se connaissaient bien, on sentait que il y avait vraiment beaucoup de communication entre elles. Et bon, le problème, c'était d'arriver à faire bouger. Et probablement, il y avait chez Madame des problèmes d'ordre un peu psychologique. Donc, c'était difficile à faire ces choses-là. Et donc, tout s'est passé dans le plus grand respect. On a fait des systèmes de caucus. Et finalement… il y a eu un accord au bout de 3 heures. Ça a duré 3 heures. 3 heures. C'est dans une journée, hein, la CRA, oui, je ne l'ai pas dit, c'est une journée, c'est tout. Alors, ça met de la pression. Hein. Si vous voulez régler, arrivez préparé. Merci Pierre pour ce témoignage sur la CRA, et on a tous retenu un processus qui est efficace, hein, avec 85% de taux de résultat, un processus qui est rapide, hein, tu le dis, c'est une séance, et qui est centré sur la solution, avec même une intervention, on l'a entendu, une intervention proactive, le cas échéant du médiateur, qui reçoit les documents et peut essayer de penser à des solutions intéressantes. Jean-Édouard raconte la médiation one-shot, et puis après on repart sur le débat, et si vous voulez interpeller le juge, je répondrai. Je n'ai pas été très courageux parce que j'ai laissé Pierre parler en premier en me disant que si ce qu'il disait devait choquer des âmes sensibles, je n'en aurais pas la responsabilité. Mais mis à part cette couardise naturelle qui caractérise, on est extrêmement proche. C'est-à-dire que donc, le cadre, c'est de se dire, c'est faire le pari que les médias se disent, j'ai besoin de quelque chose de rapide et pas cher. D'accord? Donc, ça, c'est tout à fait compatible parce que plus c'est rapide, moins on passe de temps, moins ça coûte cher. Hein? Une fois qu'on s'est dit ça, pas cher, c'est combien? Je pense que si on tourne autour de 1 500, 2 000 euros hors taxe pour les deux parties, c'est-à-dire soit moitié-moitié, soit une répartition différente selon qu'il y en a un qui serait une entreprise soumise à la TVA, l'autre un particulier, etc., sauf cet équilibre-là, ça nous donne une idée qu'on peut y consacrer environ entre 6 et 10 heures de temps.
Et moi, j'ai trouvé super intéressant de raisonner à l'envers en me disant combien on me paye, combien j'ai de temps et qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là. Donc là, j'ai un crédit on va dire, de 6 à 10 heures. Une fois qu'on a dit ça, la mésure et le travail que les parties ont à faire chacune de leur côté, les avocats, en principe, savent le faire. Les avocats savent le faire parce que c'est leur métier que d'apprécier les chances de succès, ce qu'on peut obtenir, ce qu'on ne peut pas obtenir d'un juge. Et puis, il y a aujourd'hui des services d'algorithmes, comme par exemple Keslow Analytics, avec qui je travaille régulièrement, donc je les cite sans aucune difficulté, où on a une réflexion sur ce qu'on appelle bêtement la justice prédictive, qui est plutôt de la jurimétrie, c'est-à-dire comment mesurer et non pas comment prédire, ce qui est un peu différent. Et on peut travailler très facilement quand on est avocat ces meilleures solutions de rechange. Donc, ça nécessite que le médiateur passe, comme dans la CRA, le message que les parties doivent préparer leur dossier. Donc, ça impose au médiateur de mettre au point des grilles de travail et de les soumettre aux parties et que les parties bossent pour remplir cette préparation de qu'est-ce que je peux obtenir, et si je peux obtenir 100 devant un juge et que ça me coûte 80 plus 2 ans, est-ce que 70 c'est pas un bon résultat? On regarde les choses de manière très différente. Il y a aussi la technique qui est toujours très intéressante de dire, si je vends mon procès à quelqu'un qui va le mener en prenant le risque à ma place, combien est-ce qu'il l'achèterait? Ben moi, j'ai un procès où je demande 100, je ne l'achète pas 100, je l'achète 30. Et encore. Hein. Donc, ce regard un peu décalé-là permet aux parties déjà, on va dire, d'assouplir leur position au sens Fischer et Ury, d'assouplir leur position pour être plus proche de trouver un accord. Et on retrouve ce que disait Pierre, c'est que les parties, si elles s'engagent là-dedans, c'est qu'elles ont vraiment envie de sortir du conflit ou du litige. Donc, un gros temps de préparation, d'abord les parties toutes seules, et ensuite, j'imagine, un temps d'une heure, 1h30 passé avec le médiateur et chacune des parties indépendamment de l'autre, hein, pour éventuellement aider à affiner ces pistes de réflexion qui permettront de trouver un accord. Et puis, dans un second temps, en se servant toujours du même phénomène qui est celui de la pression du temps. Hein, moins on a de temps pour discuter, plus on va à l'essentiel. C'est pas la qualité de la discussion qui en pâtit, c'est qu'on perd moins de temps à discuter de choses qui permettent de ne pas s'entendre, et on passe plus de temps à discuter de choses qui permettent de s'entendre. Et donc d'organiser une réunion qui pourrait durer de l'ordre de 2 fois 1h30 dans le même temps. Je suis d'accord avec Pierre là-dessus aussi, hein, une après-midi complète, la préparation étant faite. Et là, tout l'art du médiateur, il va être de rendre compatibles 2 mésures qui, a priori, ne le sont pas. Et pour rendre compatible ça, le seul moyen que va avoir le médiateur, c'est de travailler sur la qualité de la relation et la qualité de la confiance entre les 2 personnes qui sont en train de tricoter cet accord. Et le tricot, le point de croix, il va se faire par la qualité de la relation. Alors, chaque médiateur a sa façon d'être, hein, pour tricoter cette qualité de relation. En revanche, je pense que ça nécessite que le médiateur assume un côté plus interventionniste, c'est-à-dire, mais sans difficulté, puisque le cadre, c'est ça. Le cadre, c'est, OK, on va tenter de trouver un accord pour pas trop cher et en pas trop de temps. Et on a besoin de vous. Et il va falloir que vous nous piquiez un peu les fesses pour qu'on avance un peu plus vite, parce que sinon... et donc, il faut que le médiateur... Encore une fois, hein,
accepte, assume son côté interventionniste, voire même, alors ça, je vais dire une grossièreté énorme, déjà que j'ai confondu tout à l'heure médiation et coaching, là, ça va être monstrueux, c'est médiation et conciliation. Le processus est le même, la loi ne les distingue pas. Et si l'objectif est de trouver un accord et que le médiateur a une idée qui peut être utile aux parties, il ne cherche pas à l'imposer, mais rien ne lui interdit de la proposer. Et ça fait partie du cadre, c'est-à-dire que le cadre prévoit que l'intervenant, je ne l'appelle plus le médiateur parce que sinon comment dire, ça va être rejeté comme idée, mais l'intervenant précise dès le départ qu'il se réserve la possibilité d'aider les parties à construire la solution. Donc, de temps en temps, on va aller friser tout proche, en tuilage, avec la conciliation, pas le conciliateur de justice, hein, je ne parle pas du conciliateur de justice, je parle de la conciliation. Et je pense que, alors c'est très, très dithyrambique de dire, mais je pense que c'est l'avenir de la médiation au service du justiciable. Et que tant qu'on ne se posera pas les questions sous cet angle-là, et tant qu'on n'imaginera pas des questions comme ça, la médiation au service du justiciable, elle ne démarrera pas. Si on vend à quelqu'un, si nous, médiateurs, on vend à quelqu'un quelque chose qu'il ne veut pas, on va pas réussir à lui vendre. Donc, c'est à nous de nous adapter et de garder notre spécificité, de garder… Alors, il faut super être bon sur le cadre, il faut super être bon sur les outils. Quand on commence à faire un peu de hors-piste, puisque c'est comment dire, le thème de ce webinaire. Mais effectivement, quand on apprend à faire du ski, on va pas sur la poudreuse. Enfin, c'est OK. Mais et puis quand on y va au début, on se casse la figure un peu. Bon, mais je pense que c'est vraiment l'avenir de la médiation au service du justiciable, que les médiateurs inventent des process, réfléchissent à des process avec des contraintes qui correspondent aux besoins des médiés. Et les besoins des médiés, en tout cas aujourd'hui, je les ai définis comme étant rapides et pas chers. Alors on va me dire, oui, mais qu'est-ce que vous faites de la relation dans tout ça, au-delà du petit tricotage que vous allez faire? Moi, je pense que si je suis en conflit avec mon employeur et que j'ai participé à prendre ma part de responsabilité pour résoudre ce conflit et que j'ai trouvé une solution à mon conflit, peut-être pas le lendemain matin, mais 15 jours après, je vais regarder mon employeur un peu différemment et que la qualité de la relation est, sur le fond, sur le côté noble de la médiation, hein, que la qualité de la relation, elle va, je crois que c'est Lacan qui disait ça, la guérison, elle vient de surcroît. Ce qui était quand même génial pour un mec qui prenait autant de pognon, mais là, la qualité de la relation, elle va venir de surcroît. Et alors là, on va arriver, j'en reviens tout à l'heure parce que j'ai abordé le sujet avec un peu de provocation, vous commencez à me connaître, mais on va arriver à ce qui est la véritable humilité du médiateur, c'est-à-dire que les gens, que les personnes qui ont fait une médiation arrivent à bien s'entendre sans avoir besoin du médiateur. Ça, c'est pour moi la quintessence de la médiation. Voilà comment j'imagine les choses. Alors, on est en train de travailler, Christophe, pour tester ça, parce que entre le concevoir intellectuellement, ça va, ça, j'y arrive bien. Je commence à inventer des modes opératoires tous les matins en me levant, donc ce n'est pas un souci. Mais tant qu'on ne les a pas testés, tant qu'ils n'ont pas passé l'épreuve d'un certain nombre de tests, on n'est pas encore sûr du résultat. Et puis, le process ou le mode opératoire que j'ai commencé à mettre au point et dont on a déjà parlé, il y en a 50 autres à inventer, ce n'est pas la question, hein. Il y en a 50 autres. La règle, c'est responsabilité, rapidité et coût modique. Et tout ça va très bien ensemble. Voilà, alors, c'est presque un message, hein, que j'ai envie de faire passer, parce que ça m'énerve d'entendre les médiateurs dire les avocats, ils ne sont pas pour la médiation, les juges, de toutes les façons, ils veulent garder le pouvoir, et puis les parties, elles ont besoin de s'engueuler, il faut crever l'abcès, etc. Les gens, ils ne sont pas idiots. Si on leur propose des moyens simples de s'entendre,
bon an, mal an, ils sont plutôt d'accord. Je connais peu de gens qui vous diraient, je préfère rester avec la boule au ventre pendant 3 ans et garder mon procès que de trouver une solution. Il ne faut pas prendre les gens pour des idiots. Ils sont tout à fait d'accord là-dessus. Donc, moi, j'invite à avoir ce regard-là en se donnant ces contraintes-là et ces moyens-là, puis de tester. Et puis, quand on se sera rendu compte que ça marche, tant mieux. Tant mieux. C'est mon plus grand espoir. Tu l'as expérimenté à Amiens. Tu peux dire où c'est aussi en cours d'expérimentation actuellement? Alors, j'ai commencé à l'expérimenter à Amiens le premier stade. Alors après, c'est des questions financières, c'est-à-dire que avec la question, pourquoi si tu n'as pas eu les résultats que tu voulais, pourquoi? Qu'est-ce qui a été des empêchements? Est-ce que tu as d'autres lieux d'expérimentation? Non, pour l'instant, non. Je serais ravi d'en avoir d'autres et je serais ravi de partager ça. Alors, je le partage déjà avec Harmonie, là, qui s'est montée sur Paris, mais et je les remercie parce que de temps en temps, encore une fois, je me sens un peu seul, sauf depuis que je connais les Canadiens. Mais je pense que ça va se laisser. Alors, sur Amiens, les difficultés que j'ai eues, elles sont apparues très, très tôt. C'est-à-dire que comme le médiateur n'est pas payé dans le premier temps de la double convocation, soit on en fait un sacerdoce et on y met le temps, etc., etc., mais j'ai plus tout à fait la fortune qu'il faudrait pour tenir ça dans le temps. Donc là où ça pêche pour l'instant, c'est comment présenter ça comme étant une contrainte volontaire pour les parties et comment les engager très rapidement à réfléchir sur l'intérêt qu'ils auraient de s'engager dans une médiation. Et là, rien que ça, c'est du boulot, c'est des process à imaginer, c'est des questionnaires à imaginer, c'est des manières de répondre au téléphone à imaginer. Et j'en ai fait 5 ou 6. À chaque entretien que j'ai eu, j'ai modifié mon questionnaire, j'ai modifié ma trame d'entretien, mais 5 ou 6, ce n'est pas assez pour remonter ça. Donc, je rêve de partager, d'expérimenter ça parce que je pense qu'il y a vraiment une voie intéressante. Je peux faire un feedback là spontanément? Bien sûr. Alors, on a entendu des proximités avec ce que Pierre nous a raconté. Merci infiniment, Pierre, pour le témoignage sur le CRA. Merci aussi à toi, Jean-Édouard, pour ce que tu nous proposes et qui a donc des choses communes. On a donc repéré l'intention de rapidité et d'efficacité parce que centré sur la solution. Nous avons aussi repéré le fait que les gens ont peut-être un intérêt à ça plutôt qu'à des processus longs centrés sur le rétablissement de la relation et où l'accord sur la solution est la cerise sur le gâteau, mais n'est pas la finalité de l'acte de médiation centré sur le rétablissement de la relation. Donc, on voit la proposition alternative que tu fais et l'intention, donc ça peut satisfaire des besoins pour les justiciables qui ont besoin d'une solution rapide et pas chère, et que par ailleurs, je finis ma formulation là-dessus, le rétablissement de la relation serait un gain qui viendra tout seul par ailleurs, par voie de conséquence. Alors, on l'a bien compris, ces parentés et cette proposition nouvelle, on a compris que l'expérimentation a montré aussi que c'était encore à creuser. Le juge que je suis, est-ce que tu veux me poser une question? Ça sera plus simple, c'est toi l'animateur. Si tu me poses une question et je verrai quoi te répondre parce que je n'ai pas envie de me substituer à toi. Je voulais juste reformuler pour dire voilà ce que j'ai compris. Oui. Alors, quitte à être un peu iconoclaste ce soir, je pense que la médiation obligatoire est une bonne idée. Bon, je ne vais pas débattre de ça maintenant, mais là où j'aurais besoin du juge en tant que testant cette solution, c'est pouvoir dire aux parties, puisque la médiation n'est pas encore commencée, si vous n'acceptez pas, ne serait-ce que de réfléchir sur l'intérêt que vous pourriez avoir de faire une médiation, et donc en quelque sorte
si vous négligez le premier tout questionnaire que je vous envoie, je vais être obligé de le dire au juge. Parce que c'est le juge qui me mandate pour ça. Et là, ça nécessite un réglage qui, pour l'instant, n'est pas encore fait. Et l'idée que j'ai, j'en suis pas certain, hein, c'est une proposition, d'avoir quelque chose qui soit peut-être pas obligatoire, mais en tout cas clairement incitatif, et où le médiateur pourrait s'appuyer sur l'autorité du juge, que le juge lui a, entre guillemets, un petit peu délégué, de façon à tenter d'embarquer les justiciables dans la médiation. Et ma question, c'est, en tant que juge, mis à part le profond respect que tu as pour la médiation librement consentie, tu vois ça comment? Alors, tu poses des vrais sujets, Jean-Édouard, et on a encore 132 participants. Bravo pour votre patience et merci d'être là, parce que sans votre présence, chers participants qui sont au nombre de 132, on n'a rien à faire ici, parce qu'on aurait plutôt prévu d'aller partager un verre au bistrot, parce qu'on se connaît et on a des tas de choses à se raconter. On est là pour vous. Alors, merci d'être là, parce que c'est parce que vous êtes là qu'on est là. Alors, reprenons. Tu m'interpelles sur deux sujets. Le premier, c'est, Christophe, tu ne crois pas qu'il faudrait mettre de la contrainte dans cette histoire? Moi, je parle pour toi, je suis pour un peu de contrainte, et toi, tu es le chantre du libre, du consentement libre pour aller en médiation, pour ne pas y aller, et même pour en partir à tout bout de champ. Comme ça, on voit bien quelle est la liberté l'accord que je recherche en médiation. On est d'accord sur les principes. Alors, il est vrai que le praticien que je suis, et je le dis aussi à nos auditeurs, les juges prescripteurs prennent ce qu'on appelle une ordonnance d'injonction de rencontrer le médiateur. En soi, effectivement, elle est contraignante. Il y a un écueil pour le médiateur, c'est qu'elle est sa prestation, cette injonction de rencontrer le médiateur, amène le médiateur qui va exécuter cette injonction à contacter les parties, à prendre du temps donc pour les contacter, à avoir un entretien téléphonique ou un entretien en visio avec chacune, voire pourquoi pas un entretien de face à face, et c'est gratuit tant qu'il n'a pas eu la mesure de médiation pour laquelle il se mettra d'accord sur le principe de la médiation, il se mettra d'accord sur le prix de la médiation, ses honoraires, et il se mettra sur la répartition du prix. Mais avant, donc dans la phase de proposition, oui, c'est gratuit. Donc c'est effectivement un écueil. Et il y a un vrai sujet parce que le développement de la médiation obligatoire, plus exactement, le développement de la tentative préalable obligatoire de médiation, je dis bien, l'obligation aujourd'hui dans notre droit, dans les systèmes juridiques, se pose que pour la tentative préalable. D'accord ? C'est ça l'obligation, pas pour la médiation. La médiation, c'est toujours librement consenti. Cette obligation d'une tentative préalable bute sur l'écueil du financement. Il y a des expérimentations qui sont menées, dans plusieurs juridictions, 9 exactement, au titre de la TMFPO, tentative de médiation familiale préalable obligatoire. OK ? C'est expérimental, mais l'écueil de la généralisation souhaitée par quelques-uns tout de même, parce que l'obligation ne porte que sur la tentative, ça ne nous gêne pas, les chantres de la liberté et de l'accord librement consenti. Ça ne nous dérange pas du tout, mais il bute, la tentative préalable obligatoire bute sur l'écueil du financement. Après l'instrumentum, j'en reviens à l'ordonnance d'injonction que tous les praticiens utilisent. L'ordonnance d'injonction, elle est contraignante, mais il est vrai, elle a quoi comme contraignante ? Voilà, elle a que c'est marqué injonction, mais si les gens ne veulent pas répondre au médiateur, ne veulent pas le rappeler quand il a laissé un message, oui, on n'a pas grand-chose à faire, sauf à faire des magistrats le font et l'assument. Je ne suis pas de cela. Je vous le dis, je ne suis pas de cela. Même si de temps en temps, je me suis essayé, ce n'est pas ma nature. Je veux être vrai aussi. Il n'y a pas un moule de juge. Comme il n'y a pas un moule de médiateur, il n'y a pas un moule de juge. Moi, je suis très à l'aise avec
avec dire je vais vous tirer les oreilles, vous sanctionner par le seul biais qu'on a pour sanctionner les gens qui ne jouent pas le jeu, c'est l'article 700, c'est-à-dire le paiement des frais d'avocat par le perdant au gagnant. Et on peut les pousser à aller en médiation en leur tirant les oreilles. Mais je ne sais pas faire. Je ne suis pas à l'aise. Des collègues le font avec courage et une certaine efficacité. Je crois qu'il faut chacun trouve son style. Ce n'est pas le mien, celui-là. Je suis plutôt quelqu'un de rond. D'ailleurs, même ma physique, ma bonhomie physique est plutôt de la rondeur. Voilà, donc je vais rester rond. Après, je voudrais quand même dire, il y a un vrai levier. Moi, je ne suis pas du tout à perdre courage, même si c'est dur d'être contraignant. Il y a un vrai levier. Et je vais le dire à nos auditeurs. Voyez-vous, les juges sont comme des pompiers. Ils éteignent des incendies. Enfin, nous, les pompiers éteignent des incendies et nous, on éteint des conflits. Mais, parce que c'est ça la règle de droit. Quand on applique la règle de droit, ça permet de mettre fin à un conflit. En appliquant la règle de droit, je le rappelle, pas en cherchant à nourrir les besoins des gens. Ça, c'est le médiateur qui le fait. Nourrir les besoins des gens. Satisfaire leurs besoins, c'est du côté du médiateur. Du côté du juge, la loi nous le dit, c'est article 12 du CPC, trancher les litiges sans règle de droit applicable. Mais voilà, en le faisant, on éteint des conflits. On est comme des pompiers. Et je vous pose la question, est-ce qu'il y a des gens heureux de récupérer une maison brûlée et dont le feu a été éteint par les pompiers? Est-ce que ça rend heureux? Ben non. Et ça, c'est le véritable levier de la médiation, plus que la contrainte. Je crois à la vertu de l'intelligence bien comprise par chacun, qui peut à un moment donné faire son choix. Quand on va devant le juge, quand il y a un conflit, d'abord ce qui importe dans un conflit, c'est ce qu'on en fait. Et on en fait soit un risque en allant devant le juge, ou on en fait une opportunité de rendre sa vie meilleure en travaillant sur ses besoins avec l'autre, avec lequel on est en conflit, sur les besoins en jeu dans le conflit, pour avoir une vie meilleure. C'est le pari, c'est ce à quoi je crois. Alors bien sûr, je ne dis pas que c'est très très loin de ce que tu racontes, Jean-Édouard. Je crois que ça peut aussi être présent dans ce que tu dis. Il faut être rapide, il faut être efficace, il faut aller sur une solution. Quand c'est les besoins des gens ici et maintenant, bien sûr, et c'est pour ça que je suis ouvert à la solution que tu proposes. Ben oui, voilà, oui, pour oui. te répondre, plus que la contrainte, je suis plus sur le partage d'une envie d'un monde meilleur, d'une vie meilleure, parce qu'effectivement, la règle de droit, elle aboutit on leur livre des maisons brûlées. C'est tout. Après, quand il n'y a rien d'autre à faire, oui, on est là pour ça. Mais il faut tout tenter avant et tenter de rechercher un accord, y compris par des voies rapides, one shot, efficaces, peu coûteuses, et se rentrer sur la solution. Je suis pour pour voir éclore toutes les solutions qui seraient au service des justiciables. Christophe, moi, ce que j'aime bien de discuter avec toi, c'est que je craignais de m'ennuyer dans le restant de l'année, parce que ce webinaire arrive un peu tôt dans l'année, mais je pense qu'on peut déjà quasiment prendre date sur quelque chose qui tournerait autour de la médiation obligatoire. Oui. Parce que c'est comment la financer, d'accord, qu'on a commencé à aborder. Et comment la financer Donc, on prend date, hein. On prend date. Je ne dirais pas la médiation obligatoire, hein. J'insiste parce que quand on fait… La tentative, de médiation. Tu peux proposer de la médiation obligatoire, mais je pense que tu auras un front très très lourd. Alors, pas chez les vrais systémiciens, mais chez les autres, oui. Je pense. Mais on va en rediscuter. Je crois qu'il y a Vincent qui m'a très gentiment indiqué qu'il fallait, comme on disait à Cognac G, rendre l'antenne sans trop tarder. Okay. Gabriel, pardon, je voyais Pierre Béliveau et alors je me disais, ça y est, je suis confusionné, je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce qu'on a j'ai pris ma place. Voilà, j'ai pris ma place. Est-ce que tu aurais la gentillesse de peut-être conclure? Oui, en tout cas, moi je voulais, là encore, le besoin de gratitude. Je voulais vous remercier tous les participants, tous ceux qui sont venus, et là, je sens qu'il y en a encore 22 qui sont restés. 122, oui. 122. Donc, c'est vraiment merveilleux. Merci à tous pour votre présence. L'intérêt que vous avez manifesté, j'ai lu là avec intérêt les discussions, il y aurait tant de choses à dire.
Et je voudrais terminer sur une note heureuse, c'est que quelle que soit la manière dont on mène la médiation, ce qui est surtout important, c'est qu'à la fin, les personnes soient soulagées. Et ça se voit et ça se sent. Et effectivement, on peut aller être un peu plus, aller vraiment sur des solutions, donc, mais il y a toujours un moment où les personnes, mettent sur la table leurs sentiments, leurs émotions et vraiment leur soulagement. Ouf, on est content et systématiquement c'est fait cela. Voilà. Donc, mais c'est bien d'inventer, c'est bien de changer, c'est bien d'ouvrir. Chacun doit, avec sa personnalité, effectivement, avec ce qu'il est, pouvoir inventer des modes opératoires qui permettent d'améliorer le système. Alors, j'ai vu. Voilà, donc on essaiera de répondre aux questions que vous avez posées. En tout cas, merci à tous. Merci à toi, Jean-Édouard, avec toujours voilà, ton côté iconoclaste donc, que l'on retient. Pour toi, Sophie, avec ta douceur, mais aussi avec ton sourire et tout ce que tu nous as apporté. Christophe, ça c'était vraiment le feu, la flamme. Voilà. Pierre, merci à tout le monde. C'était magnifique de vous entendre. Ouais. Et Vincent, merci à toi qui nous a si vraiment gentiment et de manière compétente animé. Voilà. Merci Vincent pour le webinaire. Merci Vincent. Merci à tous. Merci Vincent, merci. À très bientôt sur la tentative merci de beaucoup. médiation. On vous embrasse. Merci. Au revoir. Au revoir.